Les femmes, une fois n'est pas coutume, resteront invisibles, mais pas invisibilisées pour autant. Nous vous embarquons pour un podcast en 3 épisodes, au cours desquels leur histoire, leur destin et leurs paroles seront portés par l'artiste-conteuse Vie Bourdet. En 2 contes, une création de son cru et un conte traditionnel revisité, elle nous invite à rêver et reconsidérer l'engagement intemporel des femmes de tous les horizons. Le 3e épisode permet d'approfondir le sujet. Vie Bourdet, conteuse, vagabonde et animatrice d'ateliers d'expression artistique, nous y dévoile une partie de ses inspirations et de son processus créatif, tandis que Loïs Bila, directrice de l'ouvrage « Le héros était une femme, le genre de l'aventure » aux éditions Antipodes, et médiatrice en culture numérique, nous donne des clés d'interprétation pour comprendre le rôle des femmes jouées dans ces récits. Pour moi, ce sont des femmes qu'on n'est pas censé voir, en fait. Des femmes qui sont marginalisées par rapport aux récits civilisationnels, aux récits héroïques classiques. Tout d'abord, Margot, on parle de sa vie de manière tranquille, distanciée. Elle a élevé 8 enfants, mère de famille nombreuse. Elle en parle comme d'une vie qui n'a pas été aventureuse. Mais il y a une utilisation hyper intéressante de la part de Vie du passé composé juste avant en fait que son attaque, qu'elle sort dans la rue et que son attaque arrive, qui montre bien que cette période est révolue. Hein, elle est passée, c'était une vie sans histoire, mais elle est passée. Et maintenant, Margot peut entrer dans l'aventure. Et c'est pas étonnant si elle peut entrer dans l'aventure à un âge avancé, parce que c'est une possibilité pour une femme d'entrer dans un processus d'héroïcisation, puisque ses tâches domestiques sont terminées. On l'entend dans le conte. Ses enfants sont grands, ils n'ont plus besoin d'elle, et qui plus est, ses petits-enfants sont partis en métropole. Donc elle n'a pas à assurer leur gardiennage encore et après, pendant que les parents sont dans la vie active. Donc elle est complètement libérée de son travail, elle peut sortir voir ses amis en plein mi-temps de l'après-midi, en plein soleil, qui est le temps des gens libres, hein, qui sont pas comme ça aliénés par le travail et qui peuvent s'échapper. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce personnage se retrouve aussi dans la culture de masse. Nous, on avait beaucoup étudié en fait les personnages de héros qui étaient interprétés par des femmes, étant donné que la norme de l'héroïsme est androcentrique, a été pensée par et pour des hommes. Il est difficile pour des femmes qui sont dans la phase de cette sexualisation, de cette reproduction, hein, dans un monde à l'hétérosexualité obligatoire, comme le disait la poétesse Adrienne Rich. L'industrie culturelle a proposé en fait une mise en héroïcité des femmes qui sont en dehors de ce regard reproductif, et souvent des femmes âgées, comme par exemple Jessica Fletcher dans la série Arabesque, qui est aussi une dame âgée qui est fan de romans policiers, de polars, comme c'est le cas de Margot. Et c'est des femmes à qui il arrive cette latitude dans la vie pour qu'il arrive des aventures et des histoires. Et là, on est vraiment dans le présent du récit, dans le présent de ce conte-là. Et l'aventure peut commencer pour Margot. Donc j'ai eu envie de mettre en avant quelqu'un de ma propre connaissance. Et après, quelque chose qui est important pour moi, c'est de mêler la petite histoire à la grande histoire. Alors c'est vrai qu'accessoirement, en ce moment, je suis sur la préparation d'un spectacle sur la Martinique qui mêle récit de vie et contes traditionnels, comment on se les réapproprie. Et à travers ces différentes recherches, j'ai découvert que le collier chou était vraiment quelque chose à l'époque, c'est-à-dire avant même l'époque de Margot, qui a reçu ce collier comme un cadeau sans que ses enfants se soient saignés pour l'avoir. C'était quelque chose qui était économisé pendant longtemps. Donc en fait, ces grains d'or sont imprégnés de sueur et de sang, en tout cas dans l'histoire, dans l'inconscient collectif. Je ne sais pas si Margot, elle a pensé clairement à ça au moment où elle a mis ce jeune homme à terre. Mais j'ai envie de penser que oui. Alors c'est un personnage qui est plus classique en fait, le personnage de la figure de la femme qui se rattache en fait à des références connues. Effectivement, le conte de la Belle et la Bête qui connaît plusieurs versions de par le monde. On voit beaucoup de figures en elle qui sont présentes. La figure de Pénélope, hein, celle qui attend le retour de l'homme parti à la guerre, puis du petit chaperon rouge qui va à la rencontre d'une sorte de sauvagerie pour grandir, retrouver un savoir, hein, qui lui permette de vivre, de comprendre, de connaître le secret et de vivre parmi la cruauté des hommes. Mais cette figure justement qui rejoint la figure mythique de Pénélope dans l'Odyssée, qui est donc un de nos plus anciens récits héroïques finalement,
s'émancipe parce que c'est elle ensuite qui entre en fait au retour du mari parti à la guerre, qui entre dans l'aventure en fait et qui doit résoudre l'intrigue parce qu'il y a cet homme qui revient et j'aime beaucoup en fait cette figure de cet homme qui revient. Vite dit de lui que c'est une silhouette, qu'il est froid comme un glaçon, c'est presque un fantôme, hein, on ignore s'il est vivant ou mort. J'ai beaucoup pensé à Derborance de Ramus, de 1934, où on a le mari de Thérèse, Antoine, qui revient de parmi les morts, mais il reste attaché à cette mort, et elle doit elle-même faire tout ce qui est en son pouvoir pour le ramener à la vie, y compris monter dans cette montagne. On voit aussi ce motif de la montagne dans le conte de Vie, La Belle et la Bête, où elle va dans cet antre en fait pour le retrouver. Et c'est pas seulement en fait une histoire, c'est pas seulement l'homme dans ce récit qui est pris dans une transformation, dans ces histoires de guerre. La femme aussi elle-même subit une métamorphose, doit se retrouver en fait dans cette nature avec la boue, avec les feuilles, sortir en fait de cette civilisation humaine pour pouvoir la retrouver en ayant appris en fait des secrets qui sont pas connus d'elle. La figure le motif de l'œuf aussi, qui est clairement un motif de transformation, hein, de quelque chose qui est en devenir, qui est à la fois mort, vivant, enfant, futur adulte, enfin future forme animale. Et je trouve assez génial de rappeler aussi ce conte La femme et la bête, parce que on entre dans ce conte avec beaucoup de sous-entendus. On va peut-être y revenir par la suite. J'ai trouvé assez fou cette insistance sur la situation initiale de vie de ce couple, qui en général est éliminé en demi-paragraphe dans les contes traditionnels. Ce qui compte, c'est l'intrigue, la résolution de cette intrigue et parfois la morale. Et là, ça permet de visibiliser justement cette routine et de nous attacher au personnage et de comprendre que cette routine-là, elle est le fruit aussi d'un apprentissage, elle est le fruit de secrets, et le fruit de codes, de savoir que les femmes s'échangent entre elles, mais c'est pas un savoir qui est connu, qui est considéré comme ayant de la valeur. Et moi, j'ai toujours tout de suite pensé avec La femme et la bête à cette fameuse femme, une femme dont on parle pas de l'identité, hein, ce phénomène d'invisibilité que Vie parvient en fait, que Vie parvient à subvertir en montrant à quel point cette invisibilité est paradoxale et à quel point on doit la dépasser avec une femme ministre des Transports, une femme remporte le Goncourt, etc. Bien. Après là, c'est pourquoi on choisit les histoires, pourquoi elles nous touchent. Peut-être récemment, je me suis retrouvée à avoir une conversation avec un jeune homme fan de jeux vidéo, de stratégie, de guerre. Et à un moment, j'ai dû dire comme ça, bon, c'est vrai que j'y joue pas trop. Et il m'a dit, oui, mais attends, ça n'a rien à voir avec les choses, enfin, avec les jeux où tu as l'arme dans les mains et tu trucides tout ce qui bouge. Alors, j'ai fait certes, mais pour moi, ça reste quand même un outil destiné à tuer. Après, c'est vrai que l'humanité a une fascination pour la guerre depuis longtemps. Enfin, même les plus anciens récits, tels que le Ramayana, le Mahabharata, relatent de grands conflits. Mais en même temps, en même temps que je lui parlais, je repensais à un vieux morceau de zouk qui dit que, à un moment, des paroles disent « Les officiers sont décorés et ce sont les soldats qui tombent ». Et en fait, c'est vrai que nous, à l'heure actuelle, dans nos sociétés suisses ou françaises, même assez proches, on n'est pas confrontés à des guerres directes. Mais nos ancêtres, à 2 générations, oui. Maintenant, quelle trace ça laisse ? Quel silence ça laisse dans les familles, dans les couples. Et du coup, je pense qu'on est héritier de tout ça et j'avais envie de le dire. Et maintenant, par rapport à cette histoire traditionnelle, c'est vrai que le thème, le squelette de l'histoire, c'est une femme qui attend son mari qui revient de la guerre. Elle le reconnaît plus, elle est perdue. Elle va voir une vieille qui lui propose d'aller prendre 3 poils de la bête. La femme subit quelques tribulations, elle revient avec les 3 poils et la vieille les brûle. C'est ça le squelette. Tout le reste, c'est comment cette histoire m'a touchée moi. Pourquoi j'ai choisi de garder les personnages tels quels. Ça, on pourra en revenir après, mais sur la dimension politique, de choisir de féminiser certains personnages ou de les masculiniser ou de changer leur orientation sexuelle, enfin leur choix. Le personnage en fait de cette sorcière magicienne mélange, emprunte des traits, je dirais, aux différentes figures de la sorcière et de la magicienne. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si ces figures sont considérées comme étant dangereuses,
c'est parce qu'elles vivent d'une certaine manière en étant libres. Cette vieille oubliée, comme l'appelle Vie, elle répond à l'archétype de la sorcière, en tout cas sur plusieurs plans. Elle a une connaissance des plantes, elle parle des langages oubliés, c'est une accoucheuse, elle vit à la lisière de la forêt, elle a donc une forme de sauvagerie, elle est hors du monde et elle peut être libre. Elle est libre car on ne sait même plus si elle est vivante ou morte. Donc elle est aussi dans ce monde liminaire qui crée de l'inquiétude, mais parce qu'elle fait peur, elle est libre. Et ça, cette figure-là, qui est à la fois une figure de rejet et de fascination, elle est encore très présente actuellement. Il y a un livre qui a énormément fait parler de lui récemment, qui s'appelle Sorcière, de Mona Chollet, qui a été énormément emprunté aussi en bibliothèque. Donc, il y a eu rencontré un lectorat assez important, même au-delà des cercles journalistiques ou universitaires, et elle montre à quel point, en fait, la figure de la vieille oubliée permet de sortir des attentes sociales et de retrouver une certaine forme de liberté. Mais dans le récit de Vie, par rapport aux autres femmes, à la femme qui va vers elle, elle se transforme en adjuvante. Elle aide vraiment, elle devient un guide spirituel de l'histoire qui va lui permettre en fait de résoudre sa quête. Donc c'est une femme aidante, et là elle est plus proche de la magicienne qu'on a plutôt dans tout le roman arthurien. Alors c'est vrai que moi-même dans le conte de La femme et la bête, à aucun moment je dis le mot sorcière. Alors, je sais évidemment que tous les éléments cités allaient ramener à ça, mais c'est vrai que c'est aussi ça part aussi d'une interrogation personnelle. Qu'est-ce que représente la sorcière pour moi? Comment la sorcière a été représentée au travers des siècles? Par qui, en fait? Par qui étaient ceux, j'ai envie de mettre au masculin, ceux qui écrivaient, qui décrivaient la sorcière, qui finalement était peut-être juste une figure sachante et qui accompagnait un peu toute la communauté. Après, ça dépend des cultures, ça dépend des continents, mais j'avais envie de défendre cette image d'une femme âgée, sachante, pas maîtresse d'un savoir et peut-être d'un autre lien à sa propre humanité. Paradoxalement, effectivement, elle vit à la lisière, mais c'est peut-être parce qu'elle a déjà tout exploré. Bon, après ça, voilà, chacun y met ce qu'il veut, mais il y avait vraiment cette figure de... Et oui, on parlait magicienne, sorcière, mais on peut penser aussi à la figure de Baba Yaga, qui est aidante aussi. Et ce qu'il y a, c'est que ce sont des personnages aussi sans complaisance. Il y a un moment où ça rejoint cette image de la femme qui, dans les contes, toujours, elle était belle, alors elle était fragile, pas très forte, mais elle était si belle, ou alors elle était très intelligente, ça compensait. Mais en fait, il y a... Là, je pense au service militaire on attribue la dureté aux hommes. Mais pourquoi une femme pourrait être à la fois maternante, aidante, à l'écoute, enveloppante, et pourtant tranchante? C'est tout à fait ce que tu dis, elle échappe aux conventions. C'est-à-dire que même l'exercice de sa violence, ce ne sera pas pour obéir à un sous-fifre au gradé. Non. Les femmes ne supportent pas ça. Elles vont l'exercer pour d'autres motifs, et des motifs beaucoup plus impérieux que simplement d'obéir, en fait, et d'être soumise à cet ordre-là. Et ce que tu dis sur cette figure de cette sorcière, la façon dont tu l'approches sans vouloir la nommer de cette manière-là, c'est fascinant parce que ça me rappelle son aspect politique, notamment dans les travaux de Silvia Federici, dans son livre Caliban et la sorcière, qui réécrit la phase de développement du capitalisme au XVe siècle, clairement avec la mise en esclavage des populations racisées et les bûchers de sorcières, disant que clairement, c'est un ordre qui s'est écrit en lien direct avec l'assurance du patriarcat et le fait de détruire des formes de savoir qui échappent en fait à une mise en marche du marché et de l'exploitation totale. Le principe d'un conte, c'est qu'on ne connaît pas l'auteur. On ne sait pas quand il a été écrit, par qui il a été écrit. Et le conte est très libre, il traverse les frontières et les âges sans avoir besoin de passeport ni quoi que ce soit. Ce qui fait que un même conte peut être trouvé avec différentes formes. C'est-à-dire que par quoi passe le conte? Il passe par la chair et la voix des conteuses et des conteurs qui les portent. Donc chacun y met de soi et de sa propre vision du monde, de sa propre éthique. Ce qui fait qu'il y a des contes, il faut voir dans quel contexte ils ont été recueillis. Si c'était un contexte de grande pression religieuse,
de grande pression sociale sur les femmes, eh bien, dans ce cas-là, même la morale pouvait être un peu transformée. Donc, j'ai ce côté à la tradition où, mine de rien, la tradition, elle traverse les temps, mais jusqu'à présent, certaines productions de masse, Marvel, compagnie, se basent sur ce schéma-là du conte, de ce schéma du héros. C'est juste, c'est actualisé. Donc, il y a quelque chose dans les arcanes du conte merveilleux dont on peut essayer d'approcher. Bettelheim a essayé avec la psychanalyse des contes de fées, Clarissa Pinkola Estés avec Femme qui court avec les loups. Mais ce n'est qu'un angle. Parce qu'on ne sait jamais, quand on se dit, on commence un conte merveilleux en se disant oui, c'est vrai, je vais aller sur tel angle. Et en fait, le public, l'assistance, va être touché à un endroit que nous-mêmes, conteuses ou conteurs, on n'aurait pas songé. Donc pour moi, il y a un secret dans la tradition qui est là. Je ne saurais pas dire lequel c'est, mais il est clairement là. Maintenant, en tant que conteuse professionnelle, je pense qu'il faut s'approprier une histoire et qu'on a la responsabilité d'une parole. Et que je dirais pas que chaque mot est choisi, mais on recherche. Donc, effectivement, je suis une femme, je suis noire, je suis homosexuelle, mais je pense pas chaque matin en me levant. Par contre, dans ma pratique de conteuse non plus, c'est pas systématique. Mais j'ai quand même conscience que je le suis. C'est-à-dire que, en tant que femme, j'ai un certain vécu de femme. Donc, quand il y a quelque chose dans un conte qui correspond pas à mes valeurs, comment je peux faire pour l'exprimer en gardant ma parole artistique sans que ce soit une parole conférencière ou journalistique ou quoi que ce soit, mais qui permette de montrer ce que je pense, en fait, où se situe mon éthique. Donc, je peux faire des transformations par rapport à ça. Après, en tant que noire, alors j'ai souvent trouvé que c'était un peu lourd des fois quand on me demandait « Mais alors, t'es martiniquaise, tu fais des contes martiniquais ?» Pendant longtemps, ça me convenait pas parce que finalement, j'étais pas si connectée à ma culture. Enfin, j'ai dû déconstruire pas mal de pans de l'histoire. Donc finalement, en tant que personne noire née aux Caraïbes, qui a grandi là-bas, comment ma parole peut être portée, même si je me prétends pas dans une sapience, dans un savoir absolu de l'histoire. Et après, quant à l'homosexualité, pareil, je vais pas systématiquement mettre des couples homosexuels, hommes ou femmes. C'est pas là la question. La question, c'est une question politique, c'est-à-dire moi, en tant que personne concernée, je me suis rarement reconnue dans une histoire ou dans un film. C'est plus fréquent maintenant, mais j'ai 39 ans. Non, quand j'étais petite, je suis rarement tombée sur des histoires qui pouvaient représenter ce que je pressentais en moi. Donc, je ne vais pas me faire le héros de cette cause, forcément, mais je me sens une certaine responsabilité de donner une visibilité en étant concernée. Alors là, dans les deux contes qu'on a écoutés, Margot et La Femme et la Bête, ça ne transparaît pas. D'ailleurs, dans La Femme et la Bête, j'ai choisi délibérément de garder un homme et une femme parce que j'avais envie de garder en exergue le fait que la guerre est une affaire souvent très masculine. Beaucoup de femmes sont engagées. Il y a des combattantes kurdes, il y a des combattantes zapatistes. Mais je veux dire, même en Suisse, le service militaire est obligatoire pour les hommes. Pour les femmes, c'est seulement optionnel. Donc là, c'était un choix de garder ça et de proposer, en fait, justement, de la même façon que ce tranchant que peut avoir La Vieille Oubliée, cette dureté que peut avoir Baba Yaga. Mais en même temps, on est dans des questions de vie ou de mort. Et ces questions de vie ou de mort, souvent, elles sont relatives, plutôt remises aux hommes qui se retrouvent dans des situations où ils ont des décisions à prendre. Et la femme est toujours dans un espace domestique un peu banal. Non pas qu'il puisse pas se passer des choses très importantes et de vie ou de mort dans l'espace domestique, mais dans ce qui est donné dans les contes, il y en a certains où elle va chercher son prince, où elle use 7 souliers de fer et de bois et elle marche pendant des années, certes. Mais il y avait cette envie de montrer aussi la femme dans une tension, en fait. Faut pas non plus reposer tout de suite le traditionnel dans quelque chose qui va être conservateur, lénifiant, parce qu'en fait, il y a toujours une réinterprétation et une retraduction, une inventivité permanente dans les cultures populaires. Richard Hogarth, l'anglais, l'avait déjà montré, en fait, dans ses recherches dans les années 30-40 dans les classes ouvrières, en montrant l'inventivité, la distance ironique qu'il y a toujours par rapport à ces normes. Et ça nous rappelle que ces normes de genre, notamment, elles sont toujours, en fait, performées.
Et du coup, à partir de là, avec cette distance-là, même si on lit des contes qui peuvent être des fois très très traditionnels, je sais pas, comme la version Disney par exemple de La Belle et la Bête, ou pire La Petite Sirène, qui est quand même assez tragique à ce niveau-là, on peut quand même, je trouve, compter sur notre capacité à prendre de la distance ironique par rapport à ces archétypes de notre construction. Parce que comme tu le disais, Vi, en tant que femme, ben voilà, les grands héros de notre temps, c'était des hommes blancs et tout. Vas-y pour t'identifier, mais on a dû le faire. Moi, je me suis identifiée à eux. Je veux dire, Indiana Jones, à la fois, j'avais envie de coucher avec lui, puis à la fois, j'étais lui. Puis j'avais envie de coucher avec ses copines. Enfin, je veux dire, nous, en tant que femmes, on a toujours été habitués à ce dédoublement. Donc, ça me fait rire quand il y a toutes ces histoires, en fait, d'auditeurs, d'hommes qui montent au créneau disant, mais on va plus pouvoir s'identifier. Non, je vous garantis, ça fait des siècles qu'on s'identifie sans problème. Et en fait, ça apporte une richesse, en fait. Et on le voit très bien dans ton art aussi, c'est de pouvoir être en même temps incarné et puis avoir cette distance. Et puis jouer avec ces archétypes et montrer que c'est de la construction. Et c'est dans cette construction-là qu'il y a une marge, en fait, d'inventivité. C'est pas forcément quelque chose qui va nous enfermer. On est toujours dans ces arrangements, comme Margot, qui elle d'ailleurs aussi redouble ce motif puisqu'elle est couturière, on l'apprend, qu'elle tisse des histoires, et aussi avec ce collier chou qui est vraiment complètement fantastique parce que c'est la quintessence de cette histoire-là. Oui. Mais c'est surtout la question, je pense, de la voix. Vite, on a parlé à un moment donné de l'importance de la voix, d'incarner par la chair, en fait, c'est ce savoir-là et de le transmettre. Et il y a une importance fondamentale parce que c'est la première chose qu'on fait à des enfants, en fait, c'est leur parler, en fait, c'est ce rapport-là. C'est raconter des histoires. Et même si on raconte des histoires qui sont complètement stéréotypées, on peut y mettre une distance ironique, on peut changer les choses, etc. Donc, ça passe toujours par ça. Et c'est la première nourriture, en fait. Et s'il n'y a pas cette pratique-là, d'humanisation, on n'arrive pas à entrer dans la civilisation, on n'arrive pas à se construire une morale, on n'arrive pas à interpréter le monde qui nous entoure. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Je pense notamment aux travaux de Federico Franco Bifo Berardi, un théoricien de la communication qui bosse sur le sémiocapitalisme d'un point de vue politique, qui dit attention, si les enfants commencent à très très jeunes, moi, je suis pas du tout pour le bannissement des écrans. À partir d'un certain âge, on peut apprendre beaucoup de choses, mais je trouve, comme Serge Tisseron, que de 0 à 2-3 ans, c'est pas le lieu. Il faut vraiment que l'apprentissage du langage soit lié à la chair, soit lié à une expérience qui soit fondamentalement sensuelle. Sinon, on n'arrive pas à développer le langage. Le langage par les machines ne mène pas, en fait, à un véritable langage humain, quoi, ou animal, enfin, d'une certaine manière vivant. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, c'est plutôt qui raconte, oui, surtout que ce soit un humain, en fait, et dans une situation qui est chargée d'affectivité. À la base, le conte vient de l'oralité. Il y a un héritage différent selon les continents. Si on regarde l'héritage européen, on parle de quelque chose de complètement oral, peut-être dans un milieu plutôt rural, le roman de renard, tout ça. Et en fait, c'est repassé à l'écrit par des curés, des abbés qui les ont transcrits. Perrault lui-même s'est inspiré, et Grimm, ils sont allés ils ont collecté ces contes, ils les ont entendus et ils les ont stylisés à leur sauce. Perrault, il s'est inspiré de Gian Battista Basile qui a écrit Le Conte des contes, où on retrouve déjà la figure de Barbe Bleue. Perrault, la première édition du Petit Chaperon Rouge, c'était une jeune fille sur un lit, en toilette de nuit, et il y avait un loup avec les 2 pattes avant posées sur le lit qui s'approche avec la langue un peu dehors. Enfin, clairement, c'était pas destiné aux enfants. C'était une façon de mettre en garde les jeunes filles. C'était destiné aux jeunes filles de la cour, et c'était pour les mettre en garde du fait que leur mère et leur marraine, en fait, les vendaient. C'était des mariages c'était des mariages arrangés pour les sous. Donc il faut voir, voilà, dans quel contexte ça vient. Après, on revient à l'oral. En Europe, c'est revenu avec des jeunes musiciens dans les années 70 qui ont redécouvert des chansons folk, qui se sont mis à raconter des vieux contes traditionnels. Et il y a pour la petite note, il y a énormément de conteurs. Il y a des conteuses. Les conteuses sont souvent, pas tout le temps, mais souvent cantonnées au jeune public ou aux contes érotiques. Et les conteurs sont parfois plus largement programmés. Mais il y a quand même autant de conteuses que de conteurs. Maintenant, pour quand ça ne nous convient pas, eh bien, je pense qu'on a le droit de tout changer. Maintenant, ça dépend dans quel contexte. Est-ce que c'est dans un contexte amateur, c'est un contexte familial, professionnel?
quel sera le public, parce que je suis à la fois pour transformer, quitte à créer une dystopie, quelque chose inspiré du conte, mais qui ne soit plus le conte. Mais des fois, il y a des choses qui sont encodées dans le conte qui représentent le contexte social de l'époque. Enfin, j'ai eu l'exemple avec plusieurs contes martiniquais que j'ai redécouverts, dont j'étais pas tout à fait d'accord avec la morale et le développement, mais en cherchant, j'ai découvert que non, ça représentait ce qui se passait à ce moment-là. Donc, des fois, en voulant édulcorer ou en voulant améliorer, on évite quelque chose, un message qui est venu depuis ces temps-là. Donc, c'est juste faire la démarche de chercher et le faire en connaissance de cause. Mais je suis pour la réadaptation, mais connaître quand même l'origine. En fait, disons qu'il y a un travail de rêverie. Un conte, disons, quand on lit un conte dans un livre ou quand on l'entend dans la bouche de notre conteuse ou de notre conteur, là, le travail d'être conteuse, c'est de se l'approprier. On repère le squelette, quels sont les éléments clés de l'histoire, et après, il faut en faire des amis. La femme et la bête, le conte peut se rapprocher du cinéma, en fait. C'est un scénario. Mon texte, je le connais pas par cœur. Par contre, mes images, elles sont très claires. Comme là, on est dans ce studio, eh bien, l'image de nos micros, enfin, tout est intégré. Donc, en fait, le début, le rapport avec lui, quand on vient le chercher, elle, le rapport aux enfants, cette équation d'un homme à la fois vide. Enfin, après, c'est aussi issu de témoignages que j'ai pu lire. La partie avec l'œuf aussi, je l'ai complètement ajoutée. Disons que c'était comment je considérais, moi, la rencontre de la bête. Après, c'est très personnel de ce que je pense être la bête et finalement qui peut prendre plusieurs formes. Mais la partie dans la forêt, dans certains contes traditionnels, c'est un ours. C'est les 3 poils de l'ours. Là, volontairement, j'ai pas fait de description de la bête, si ce n'est de sa force physique. Mais je voulais laisser à chacun le soin d'imaginer sa propre bête. Mais c'est vrai que c'est cette question de public, si je ramène au conte Margot, qui est une création pure, eh bien, je me suis rendu compte que je l'ai pas raconté tout à fait pareil que si je m'étais adressée à un public de Martiniquais. Que je l'ai pensé quand même construit pour des personnes qui ne connaîtraient pas l'histoire, qui ne connaîtraient pas la Martinique, et même dans la façon dont je vois mon langage est lié à là-bas, enfin, par rapport à certaines scansions, certains rythmes. Mais je me suis rendu compte que je l'avais quand même conçu pour un public autre que martiniquais. Pour La femme et la bête, j'ai pensé à mon public. Après, peut-être que j'aurais pu aller encore plus loin dans la rencontre avec la bête. J'ai pensé je savais qu'il n'y avait pas mon corps pour traduire certaines choses. Donc peut-être que j'ai apaisé certaines images. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec le conte. On peut appeler ça une magie, je sais pas. Mais en fait, chaque conteur, conteuse est plus ou moins autrice de son texte. On prend un squelette, mais après, c'est en fonction du public qu'il y a des nouvelles choses qui naissent. Donc, il n'est jamais raconté tout à fait pareil. Et selon le public en face, son attention, sa prise, eh bien, il peut arriver qu'un passage devienne beaucoup plus profond. C'est comme si l'histoire se révélait à nous-mêmes pendant qu'elle est racontée. Alors, évidemment, on la connaît assez, hein. On sait, on arrive au moment de la raconter avec le cœur plein, la tête pleine, mais on peut encore être surprise par l'histoire, que ce soit un conte traditionnel ou que ce soit sa propre création. Parce que c'est un échange, il n'y a pas le 4e mur, il y a vraiment quelque chose qui circule entre les gens qui écoutent et la personne qui porte le récit. La graphie arrive après. J'ai d'abord ce que j'appelle un travail de rêverie. Disons que c'est laisser affleurer les choses. Ça tient un peu du mystère. C'est-à-dire que je sais, ma barque, c'est le squelette du conte. Et le fleuve, c'est mon imaginaire. Et c'est comme on dit, enfin voilà, on a 10% de nos pensées qui sont conscientes et il y a 90% qui restent inconscients. Eh bien, pour pouvoir plonger dans le conte, pour pouvoir rencontrer les personnages du conte, savoir comment ils parlent, comment ils bougent, comment ils s'énervent, comment ils rigolent, ça, je vais pas le dire dans l'histoire. Mais j'ai besoin d'un temps où je plonge là-dedans. Et donc là, il y a plusieurs scénarios
qui se font. C'est-à-dire que ça se déroule, et puis à un moment, je me dis non. Mais là, j'écris très peu. Parfois, je chante. Il y a souvent un air qui vient. D'ailleurs, c'est souvent un mode pour ma façon d'amener les gens. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'ouvrir un espace d'attention. Donc, c'est vrai que souvent, pour chaque histoire, il y a une mélodie particulière qui me vient, et puis je la chantonne et je la laisse me traverser. Je vois vers quelles images elle m'emmène. Et après, je me refais ça reste très mental, en fait, à un moment où je me refais l'enchaînement, le déroulement de toutes les actions. Mais à part mes comptes de création, où c'est vraiment que moi, dans ce cas-là, j'écris, mais j'écris pas tout. J'écris certaines parties où la musicalité me convient telle qu'elle est et je sais que je ne veux pas la changer. Mais sinon, il y a une part d'improvisation, mais en même temps, tout est là. C'est-à-dire, c'est comme si c'est un film. Si tu es allé au cinéma hier, le film, il est là. Tu pourras me le raconter. Ben moi, c'est pareil. Le film, il est là, je pourrais le raconter. Mais pour mes créations, j'écris. J'écris, mais c'est une écriture particulière parce que c'est une écriture orale. C'est-à-dire que je peux pas écrire comme si ça allait juste être lu. Parce que je me suis rendu compte les premières fois que je faisais ça, que quand j'écrivais, je me laissais aller dans un langage littéraire. Une fois que je reprenais à haute voix, ça perdait une certaine consistance, densité, musicalité, alors qu'à l'écrit, à la lecture muette, ça allait. Et donc j'ai appris à écrire en même temps que je parle. C'est-à-dire que ce que j'écris, c'est sonore pour voir comment ça se déploie dans l'espace. Donc c'est une écriture, je ne la montre pas, par exemple. C'est que moi, pour revoir un petit peu mes divers déroulés, ou où ce sont des images très, très précises, mais c'est une écriture, je pourrais l'appeler écriture orale, ouais, quelque chose de cet ordre-là. En gros, l'histoire, c'est juste Margot s'est fait agresser, il y a un gars qui a voulu lui prendre son collier, et bam, elle l'a mis à terre et elle lui a donné 2 coups de choc. Bon, ben voilà, l'histoire, elle est racontée en 30 secondes. Hein. Du coup, je me suis dit, mais si cette histoire me tient tant à cœur, comment je peux présenter ? Donc là, dans ce travail de rêverie, il y a, peut-être qu'il faudrait que je présente un peu Margot, qui elle est. Maintenant, quelle partie ? Alors, sur ces 6 minutes, en vrai, j'aurais pu parler pendant 1 heure, mais j'ai appelé mon père, j'ai appelé mes tantes pour parler, en fait. Finalement, parler des invisibles, moi, je connais une partie d'elle, mais il y a toute une partie de sa vie qui m'est invisible. Donc, du coup, je me suis nourrie auprès de mes proches. Et puis, il fallait à la fois donner des informations. J'ai dû choisir celle qui me touchait moi. Après, le témoignage, il est porté par moi, donc c'est sûr que je pourrais pas mettre toutes les voix, enfin, la version de ma cousine, la version de ma tante, non. Donc, j'ai choisi il fallait trouver un aspect narratif. Donc, je me suis dit qu'une journée, de concentrer le tout sur présenter une journée de Margot et avoir une coupure, c'est-à-dire présenter la tranquillité de la vie de Margot, qui n'a pas toujours été tranquille, évidemment. Mais c'était, en prenant juste sur une journée, ça permettait de présenter, sans entrer en détail. Je n'ai pas raconté ses amours en détail, le prénom des 8 enfants. Elle n'a pas été que couturière, elle a fait d'autres boulots aussi. Ça, je pouvais pas tout mettre, mais et l'autre partie, c'est aussi, ok, je vis loin de la Martinique et je suis très bien en Suisse. C'est vraiment, je suis une Châtelloise d'adoption. Mais si moi je porte pas cette voix sur cette histoire, qui le fera ? Il y en a d'autres en Martinique ou en France, mais à l'heure actuelle, je me sens pas enchaînée à mon passé, mais j'avais envie de dire, par exemple, quand je parle du collier chou, le fait qu'il y a eu ce savoir africain de forger les bijoux, ça, je l'ai appris tard. Je savais pas que ces connaissances-là avaient traversé l'Atlantique. Donc, c'est aussi une part de mon histoire qui était restée invisible. Une part de ses ancêtres qui n'étaient pas juste une masse de travail écorchée et abusée. Non, il y avait autre chose. Et ça, j'avais envie de le rendre visible. Donc, c'est juste dit en passant dans l'histoire que c'est l'héritage de l'or. Mais l'information est passée. Donc voilà, pour le construire, il y a eu ces petites choses-là, comme le fait que
que le petit frère qui l'agresse, bah, il est drogué, il est perdu, c'est un Martiniquais lui-même. Mais il y a une part de moi qui, évidemment, qui le juge. Parce que récemment, je suis allée en Martinique, on s'est fait cambrioler. Mais il y a une autre part qui me demande, mais pourquoi? Pourquoi ça en est arrivé là? Donc ça, je peux pas en parler en 6 minutes. Mais c'est vrai qu'il y a l'histoire de l'esclavage, il y a l'histoire du fait que les colons ont été indemnisés juste après l'esclavage. Et pas les esclaves. Et ça, je l'ai appris récemment. Et je pense que je me serais construite autrement, d'avoir mieux compris pourquoi l'héritage de la pauvreté, pourquoi l'esclavage a été soi-disant aboli en 1848, pourquoi quand un auteur comme Joseph Zobel écrit La rue Cazenègre à propos de son enfance dans les années 1920, eh bien, sa grand-mère, Mantine, elle travaille encore dans les champs de canne. Ça fait 40 ans qu'elle économise pour envoyer son petit-fils à l'école parce qu'elle sait que ça va être le seul espoir pour qu'il se sorte de la misère et qu'il ne devienne pas travailleurs de champs de canne comme elle-même. Et d'ailleurs, les autres enfants, on les appelait les tibans, ils ramassaient des petits, ils faisaient les fagots. Et elle s'est dit non, je veux pas que mon petit-fils, ma fille, elle est déjà partie travailler en ville comme femme de ménage. Comment je fais ça? Et 1920, on est 70 ans après l'abolition de l'esclavage. Donc en fait, c'est comment dire qu'aussi qu'actuellement, la situation économique en Martinique, voire c'est pas la pire, mais il se trouve que les descendants des colons détiennent encore un grand pourcentage des propriétés foncières et des activités qui ramènent de l'argent. Donc maintenant, comment raconter ça? Oui, parce que là, on a vraiment l'opposition entre le pouvoir patriarcal qui, par la conquête, détruit hommes, animaux, terre. Et elle lui crie, c'est pour toi que j'ai travaillé. Il y a ce travail-là dans ce collier chou, qui a une histoire aussi complètement fascinante. Peut-être que Vi en parlera un peu plus après. Mais il y a cette question de ce travail-là qui est aussi invisibilisé, puis là, qui est mis au centre. Et ce travail des femmes, reproductif, cyclique, de la couture, etc., de l'élevage des enfants, par ce moment de vol, avec ces battements du cœur qui renvoient en fait au bruit dans la cale de l'esclavage des esclaves pendant le commerce triangulaire, réinscrit cette histoire personnelle dans un héritage ancestral et la grande histoire en fait. La grande histoire du travail esclavagisé et du fait qu'il a fallu se battre et continuer à se battre tous les jours pour s'en émanciper. Et c'est justement pouvoir rendre héroïques des destins qui ont été invisibilisés à la fois par la division à la fois sociale et sexuelle du travail qui a été mis en place en fait depuis le XVe siècle. Et ton travail me rappelle énormément celui d'une autre artiste qui s'appelle Isabelle Piou, qui a un long projet qui s'appelle Héroïne, qui a déjà plusieurs années maintenant, où l'artiste demande aux gens qu'elle rencontre de lui écrire le récit d'une personne qu'ils trouvent héroïque, de leur héroïne en fait, de la femme la plus héroïque qu'ils connaissent. Et souvent, il s'agit d'anonymes. Et à partir de témoignages qui l'ont particulièrement touchée, Isabelle Piou crée une œuvre et elle demande aux personnes ayant rédigé ce récit de coudre une petite perle en verre sur une immense carte du monde en fait qui a été brodée. Donc elle l'a brodée avec sa tante et sa mère. Donc elle se réapproprie une sorte de cartographie qui a été le fait de ce père avare qui cartographie et qui d'un geste impérialiste en fait s'approprie le monde. Et l'idée avec ces multiples récits anonymes, c'est de recréer une cartographie féministe, révolutionnaire en fait, et qui renverse cette manière de s'être approprié ce monde pour faire face aux défis actuels, vu qu'on est à la fin de cet anthropocène, de ce capitalocène, comme certains peuvent l'appeler. Ça, c'est extrêmement puissant. Je trouve que voilà, dans ce début de 21e siècle, on retrouve un courant comme ça qui se constitue extrêmement puissant de femmes par rapport à cette nouvelle façon de faire de l'histoire. Bien, ma langue principale, c'est le français. Il se trouve que le créole, je le connais, je le parle, mais pas de façon si fluide parce que mes parents m'ont pas parlé créole. C'est encore l'héritage d'une génération qui trouvait que c'était mieux de parler français pour mieux s'en sortir, en fait. Parce que c'était vu comme quelque chose de la ruralité et que si on voulait grimper dans les échelons sociaux, il valait mieux parler français. Donc le rapport au créole, c'est des retrouvailles des grandes retrouvailles au fur et à mesure. Et la dernière fois que je suis allée en Martinique, c'était il y a 1 an. Et ça faisait 10 ans que j'y étais pas allée. Et là, il y a vraiment eu une rencontre avec la langue créole. C'est-à-dire que je la connaissais déjà, je la parlais. Mais là, de pas l'avoir entendue pendant 10 ans,
Je parle anglais, je parle espagnol, je parle portugais, je parle français. Et dans chacune de ces langues, je me rends compte que mon intonation, ma physicalité, même voire mon imaginaire, ma façon de formuler les choses change. Et je me suis rendu compte qu'avec le créole, ça me traversait différemment aussi. Et même, il y a des contes que je fais ici, des contes haïtiens ou martiniquais que j'ai l'habitude de faire ici, qui sont bien reçus, il y a une belle connivence avec le public. Je les fais dans un repas de famille et je disais qu'on peut être surpris par l'histoire. Spontanément, j'ai plus parlé créole parce que je savais que je serais comprise, même si c'est pas le meilleur des créoles, mais quand même, je peux me débrouiller. Eh bien, il y a des endroits de l'histoire où ils m'ont répondu, où ils m'ont... Enfin, ou alors que d'habitude, le public ne faisait pas ils l'ont fait spontanément. Je leur ai rien demandé. Et en fait, c'est là que l'histoire naissait différemment. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose dans la langue et dans la façon dont l'histoire avait été construite, parce que c'était une histoire construite qui venait d'Haïti. Maintenant, je vis ici. La majeure partie des gens que je connais ne comprennent pas le créole. Pourtant, j'ai envie que ça puisse être quand même entendu, mais j'ai envie d'être comprise. Donc, j'ai réalisé qu'en fait, le créole surgit à certains moments de l'histoire. Souvent, il arrive aussi en chanson. Et il arrive au moment où ce sont des idées ou des concepts ou des émotions que... Alors, je manie très bien la langue française, hein. J'aime les mots, les synonymes, les métaphores et tout. Mais parfois, je me rends compte dans la création du conte, ça vient spontanément en créole. Pour des contes qui peuvent être, par exemple, inuits, hein. Mais je me laisse la liberté de chanter en créole dans un conte d'une autre tradition, puisque je la laisse me traverser. Mais j'essaie de me renseigner quand même pour pas faire de contre... Mais par rapport à la langue, là, le créole, oui, il est présent dans le spectacle. Mais mon public, il est ici. Donc, il faut quand même que je puisse être comprise. Mais j'essaie de voir aussi les moments où il n'y a pas forcément besoin de traduire, où c'est une musicalité qui est reçue. Et j'essaie de ne pas le traduire directement après, mais à un moment très proche dans l'histoire, j'explicite ce qui a été dit. Alors peut-être qu'on se rend pas compte que j'explicite ce qui a été dit avant, mais en tout cas, je fais en sorte, en tout cas, je sais que personne n'aura perdu une bribe de l'histoire. On a toujours tendance à opposer tout ce qui est le travail de production au travail de reproduction. Et puis, comme on l'a dit à un moment donné, la question de raconter des histoires est liée à l'élevage des enfants, bien que on sait que c'est absolument faux, que toutes les sociétés ont toujours eu besoin de se raconter des histoires. Vous avez beau être adulte, 9 fois sur 10 le soir, vous allez vous mettre devant Netflix et puis vous allez écouter la même histoire, hein, parce que ce qu'on aime dans les séries, c'est le jeu de la petite différence avec un scénario qu'on connaît. Et puis, il faut pas que ça varie trop parce qu'on a envie de se détendre. Hein. Ça doit pas être une histoire qui va nous emmener comme ça dans des affres de questionnement. Donc, voilà, c'est quelque chose, il y a une division, mais cette division, elle est complètement artificielle entre ce qui est un travail utile, ce qui est un travail non utile, et puis c'est lié beaucoup à ce qu'on considère comme étant quelque chose de productif ou quelque chose d'improductif. Alors déjà, le conte, c'est un savoir qui est pratique, un savoir pratique et durable, d'une certaine manière, parce que je trouve que c'est la manière quand même la plus neutre en CO2 de transmettre un savoir qui est nécessaire à la vie en société, clairement, qui permet à la fois d'apprendre les normes sociales et de se les approprier de manière aussi libre, et puis de pouvoir prendre une distance par rapport à elle, de se réinventer, de se construire avec et contre à la fois. Et puis ça apporte de la valeur à nos histoires, à nos ressources, à l'environnement qui nous entoure dans ces contes-là, où on a ces affaires de transformation, de métamorphose qui sont extrêmement fortes. À un moment donné, dans la femme et la bête, on se rend compte que tout à coup son estomac a des oreilles, son estomac a des yeux, et elle devient comme ça, elle retrouve cette espèce d'instinct comme ça primal. Et ça, c'est vraiment la magie du langage, d'arriver à donner comme ça des métaphores vives, de notions qu'on n'arrive pas vraiment à se rendre compte ou à visualiser. Et ça, c'est la grande force en fait du conte. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement productif parce qu'après ça nous permet de développer de l'imagination. Et par rapport aux enjeux actuels, si on n'a plus d'imagination, on est foutu, on est fichu. On le voit avec cette crise du Covid. On a eu l'imagination zéro et la crise sanitaire se dédouble d'une crise économique, sociale complètement catastrophique. Alors que si on avait la possibilité d'imaginer des estomacs avec des yeux et des oreilles, eh ben, on aurait peut-être la possibilité aussi de créer d'autres choses. Et si on retrouve pas ces capacités-là, on va pas s'en sortir. Parce que ce qui nous attend est beaucoup plus violent que le Covid.
Donc, de vouloir l'invention de monde, la fiction et le fait de pouvoir développer cette capacité-là qu'on a en nous, de ressentir et de créer et de partager avec d'autres, de reconstruire un langage et de retrouver de la liberté dans le langage, ce serait une erreur vraiment fondamentale de notre humanité. Ce podcast vous est proposé par Maniclette, les ateliers des savoirs pratiques et durables, organisés en collaboration par la Bibliothèque publique d'Yverdon-les-Bains, Yverdon Durable et l'association ICI.